Donc, j'ai expliqué donc, ce matin que donc, si jusqu'à l'âge de 17 ans, Je Tsongkhapa était resté donc, en Namdo, dans sa région natale, puis donc, à l'âge de 17 ans, il s'est rendu à Lhasa. Donc, en effet, dans la région du Tibet central, ce qu'on appelle le U, donc la région de Lhasa, le dharma a été très largement donc, développé. Et donc, ainsi, donc, c'est la raison pour laquelle Je Tsongkhapa a quitté sa région natale pour approfondir donc, ses connaissances et, donc, dans le domaine du dharma. Donc, comme je l'ai expliqué ce matin sur le chemin, donc il a fait étape à Chamdo, donc qui est sur le chemin donc entre Lamdo et Lhasa, et donc ultérieurement en ce lieu viendrait à être fondé donc c'est le monastère de Chamdo. Donc, donc après son arrivée à Lhasa, il a tout d'abord, pendant un certain temps, étudié la médecine tibétaine, de sorte qu'il était devenu tout à fait savant dans ce domaine, et il a eu de nombreuses discussions et débats avec des personnes tout à fait compétentes de ce domaine, était devenu donc comme quelqu'un de tout à fait réputé comme savant dans ce domaine. Donc, ensuite, donc, après son arrivée donc, à Lhasa, parmi les 5 grands sujets d'études, Je Tsongkhapa a commencé par étudier ce que l'on traduit habituellement comme par logique, c'est-à-dire tout ce qui a trait à ce qu'on appelle la connaissance valide, donc tsema, en sanskrit pramana, en étudiant donc les textes des grands logiciens, d'abord les grands logiciens de l'Inde tels que Dignaga et Dharmakirti, et également donc les grands spécialistes de la question parmi les maîtres tibétains, et il devint extrêmement compétent et savant dans ce domaine. Ensuite, il étudia tous les textes de ce que l'on appelle les textes de Parshin, de Paramita, tout ce qui a trait donc à Chetan, so Shirapki Kojima, Parshin, c'est tout, so Shirapki. Donc, on appelle tous les textes de Paramita qui incluent donc de très nombreux domaines, donc tout ce qui a trait
donc au paramita, aux perfections, au développement de la sagesse, mais également donc de l'esprit d'éveil et tout ce qui a trait à la connaissance des terres et des chemins, etc. Donc c'est un domaine extrêmement vaste. Poti quand est jucha chogera jucha chogge voilà quand est samba tu poti man quand est ça là ça Adamo je don je go mal sa de na sa da ale no sa de na sa da pawo de so je là ça ada je ja je go go so je là ça là ça je don je je na so ba sha je na sa da ani ta ja ge kya mo mo de so da ani do sa je de se ja ne ja ja ro. Donc cela inclut l'étude de très très nombreux textes, donc des textes des grands, donc des sutras, également les grands textes, les grands commentaires de Nagarjuna, tels que ce qu'on appelle donc les 5 grands traités de Maitreya, et donc ainsi de très nombreux textes de donc les contextes de Nagarjuna, de Maitreya et de nombreux pandits indiens et de commentaires de maîtres tibétains également. Et il devint ainsi donc également un très grand savant réputé dans le domaine des paramitas. Et ainsi donc là où il avait résidé pendant un certain temps, donc dans la région de Lhasa, à Nyetang, il fut connu à ce moment-là comme sous le nom principalement de Losantapa, donc comme le grand savant Losantapa de Nyetang. Il étudia ensuite tout particulièrement tous les textes ayant trait donc au Madhyamika, donc à la voie du milieu. Et en particulier donc tous les grands dans les enseignements du Bouddha et tous les grands commentaires de Chandrakirti, de Nagarjuna et donc les grands commentaires également des grands savants tibétains, et il devint ainsi lui-même extrêmement savant dans le domaine du Madhyamika, de la voie du milieu. Et également, donc je ne peux pas détailler précisément à quel endroit, à quel moment, etc. il a étudié telle et telle chose, mais donc il étudia également donc tous les textes ayant trait au Vinaya, à la discipline morale, et également à tout ce qui concerne donc comme l'abhidharma, traduit parfois par phénoménologie. Et donc il devint également extrêmement savant et donc réputé, tout à fait réputé pour ses connaissances dans tous ces domaines. Là. Et donc, il eut finalement de très nombreux disciples, et sa renommée se répandit dans tout le Tibet en tant qu'un maître dont toutes les réalisations et la connaissance rayonnaient comme le soleil sur tout le Tibet.
이제 자배하는 다 뒤따도 시야스는 소요 그러면 너무 몸을 지나 배는 그런 너무 이제를 나와서 야서도 다 너무 몸을 너무 나죠 지어서 제일 소치 수사 되게 그래서 너무 이제 병원진다 몸 그래서 저는 뭐지 그런 길 남았어. 자배하는 시야스 이거는 들으시지가 이제 Donc, Jason Kappa lui-même avait continuellement donc la vision, la perception donc de Manjushri, et donc il eut lui-même donc un très grand nombre de maîtres au Tibet. Donc, on ne peut pas tous les citer. Jason Kappa a eu en fait comme une cinquantaine de maîtres qui étaient tous des personnes très réputées, de grandes connaissances et de grande qualité. 아니 오늘 따지다 돈이 많은 것으로 치료요. 돈이 돌아다니 되면 저거라. 단전에 단전에 사장 지수 사바 장고랬어. 아니 자료를 배우고랬어. 됐네. 자료는 고려하네. 아니 자료를 그 자료는 자도 전에 고려하는 수가 그랬잖아. Allez. Et donc, comme il y avait donc toujours la perception, la vision de Manjushri, et alors qu'il disait dans la Manjushri qu'il voulait vraiment parvenir à la réalisation de la vacuité, donc Manjushri lui dit donc de s'appliquer à des nombreuses pratiques d'accumulation de mérite et de purification, et de se retirer dans un ermitage, donc de se retirer des activités du monde entre guillemets. Et donc à ce moment-là, Jetson Kappa se retira dans un endroit isolé avec 8 de ses disciples pour donc se consacrer à toutes ces pratiques de purification. Pour s'appliquer donc à des accumulations de mérite, des pratiques de purification, donc avec donc 8 de ses disciples. Et donc à ce moment-là, donc Jetson Kappa et les disciples qui l'accompagnaient, ils se consacrèrent à des pratiques de purification et d'accumulation de mérites extrêmement intensives, à des prosternations, notamment donc des prosternations avec la pratique de confession aux 35 Bouddhas. Et Jetson Kappa, lors de cette pratique, avait la vision donc de ces Bouddhas de confession. Également, donc il fit de très nombreuses offrandes du mandala, et donc la pierre, une sorte d'ardoise qu'il utilisait comme mandala, pour qu'il frottait, donc en faisant l'offrande du mandala, à force donc d'être ainsi frottée, était devenue parfaitement lisse. Et d'ailleurs cette pierre, on peut toujours la voir au Tibet et lui rendre hommage en quelque sorte. Et donc ainsi il se consacra à des pratiques extrêmement intensives. 안 되다 때 안에 되게 가지고 오늘 또 보면다 뭐도 이러고 또 보고 아니 지금 샤드도 다 뭐조송하는 거 몽체요다 아니 동샤하도 시에지 아니 다들 오메기 따오고 다들 저라다 고모도 들어서 보다 다들 자하게 하면 강아 시에지 아니 되게 그도 걸렸다서 저 상제장에 상제도 동하고 오늘 어제 이 짜증이 가지고 되나 어제 쪼져버리나 내가 쪼져 쪼져버리고 세시스 뒤에서는 동반의 모습도 또 최대한 말아 되는 좀 있어. Regardez, Sangye Kyang qui chante Jean Lon. D'accord. D'accord. C'est là, regardez, les Uchogi là. Ça dit tu vas rajer. Rajer ça dit que tu vas t'as des rajer 쪼져버리네. 왜 제는 대 동반이 또 최대한 뭐. D'accord. Et donc ensuite, il se consacra plus particulièrement donc à des méditations intensives
afin de parvenir donc à la réalisation de la vue du Madhyamika et de la vacuité. Et il avait vraiment également la vision de Nagarjuna et donc des grands maîtres donc de Madhyamika, et également de Buddha Palita qui lui dit donc d'étudier les commentaires que quand Buddha Palita Sangye Kyangjan qui sont bêtes et sont donc Buddha Palita donc qui est un grand érudit donc de l'Inde qui avait composé donc des commentaires sur le Madhyamika, sur la voie du milieu. Donc Buddha Palita lui dit d'étudier de manière approfondie. C'est un texte donc en 18 chapitres. Et donc, étudiant donc tous ces textes, finalement Jisongkapa parvint à la réalisation de la vacuité. Et donc, il parvint non seulement donc à la réalisation de la vacuité, mais finalement il atteint la réalisation donc directe de la vacuité, et il eut également ainsi la vision des très grands sages et érudits donc de l'Inde, et également de Tara, Jisundumaya, et également donc de Tara. J'y tenais quand donc il quitta alors son lieu de retraite et donna alors de très nombreux enseignements, et il donna alors de très nombreux enseignements et également composa donc par écrit donc de nombreux textes. Donc notamment un texte sur les Parshinkikara, un texte sur les Paramitas qui s'appelle comme Lecture Rinchen Toamar, qui est intitulé donc les précieuses explications comme on peut dire la guirlande d'or des précieuses excellentes explications. Des précieuses explications excellentes. C'est un texte de très grande importance aussi. Ensuite, il donna de nombreux enseignements et composa également donc des précieux textes sur le Madhyamika, notamment donc ce qu'on appelle le Gongpa Rapset, donc à peu près 7 grands traités commentant donc le Madhyamika, et notamment donc un commentaire qui est le commentaire des textes de Buddha Palita, etc., et donc des commentaires des enseignements de Nagarjuna, etc. Donc et notamment ce qu'on appelle également donc ce qu'on appelle l'essence des explications excellentes sur le sens certain et le sens interprétatif.
et de nombreux autres textes également. Et donc il composa et donc enseigna et donna donc également donc de nombreux enseignements sur les tantras, et notamment donc il composa des commentaires sur le tantra de Yamantaka, le tantra de Chakrasambhara et Ruka, de Guhya Samaja, etc. Donc sur les et donc et donc l'ensemble de ces enseignements, et donc c'est tous les enseignements les textes qu'il composa sur les tantras constituent un ensemble de 7 à 8 volumes de format tibétain, de gros volumes. Et donc en particulier donc dans le dans le domaine donc des sutras, il composa le grand texte de la voie progressive, donc le Lamrim Tienmo, qui est donc un texte qui explique donc le sens très vaste et profond, qui est donc un Lamrim extrêmement détaillé, qui est basé sur donc le Lamrim donc de Datisha, donc de la lampe donc sur le Bodhipada Pradipam d'Atisha, donc comme la lumière de la voie vers l'éveil, de l'éveil d'Atisha, mais qui est en soi un texte très court, et dont Je Tsongkhapa fit un très vaste commentaire. Donc, également à propos donc de ce grand texte donc de la voie progressive, en fait, ce texte, on peut dire, condense il est dit donc tous les enseignements du Bouddha, on parle comme des 84 000 enseignements du Bouddha, et qu'en fait ce texte de la voie progressive composé par Je Tsongkhapa condense en fait ces 84 000 enseignements du Bouddha. Donc une autre qualité extrêmement importante donc des enseignements donc de Je Tsongkhapa vient du fait que avant donc qu'il ne compose tous ces textes, qu'il ne donne tous ces enseignements, nombreux au Tibet étaient ceux qui tendaient à opposer les sutras et les tantras, de sorte que certains disaient que si l'on pratiquait les sutras, on ne pouvait pas pratiquer les tantras, et considéraient ces aspects des enseignements du Bouddha en quelque sorte comme contradictoires, comme incompatibles, ou que si l'on pratiquait les tantras, on ne pouvait pas s'appliquer à la pratique des sutras, également présentant ces deux aspects des enseignements comme incompatibles. Et Je Tsongkhapa, de par donc sa très grande connaissance de tous les enseignements du Bouddha, montra comment donc effectivement les sutras et la pratique des sutras et des tantras étaient parfaitement compatibles, et comment on associait vraiment dans la pratique des sutras et celle des tantras, de sorte que cela n'apparaissait plus du tout comme étant incompatible, mais au contraire comme devant être totalement associés.
Attends, on met quoi le DJ Nato Zoro, parce que c'est déjà bien quand il y a un second qui dit qu'on est. Et c'est le taille pour nous, tout le monde est taille pour. Caché, j'ai dans caché, j'ai en même temps, c'est à la temps, dans mon retour. Comme on peut dans Sanjay, souvent dans les tailles, il y a un peu de système, j'ai dans mon avis, qu'on est. Et donc, également, une des très grandes spécificités, donc qualités spécifiques de Tsongkhapa, c'est la manière dont il a clarifié sans aucune erreur, d'une manière totalement fiable, la signification de la vacuité selon donc la vue du Madhyamika, la manière dont il a vraiment établi en toute clarté la vue du Madhyamika. Auparavant, au Tibet, un certain nombre d'erreurs étaient apparues dans la manière dont certains commentaient donc cette vue du Madhyamika. Certains avaient, par exemple, considéré que méditer sur la vacuité, c'était méditer sur le vide, un vide total, etc. Donc, beaucoup d'erreurs étaient apparues dans les commentaires sur la vacuité. Et donc, Tsongkhapa a réellement totalement perçu la pensée du Bouddha et la pensée donc telle qu'elle a été clarifiée par Nagarjuna et donc les grands pandits de l'Inde qui avaient parfaitement établi le sens donc de la vacuité. Donc Tsongkhapa a tout à fait clarifié sans aucune de telle sorte qu'il ne restait pas d'ombre en quelque sorte pour permettre d'établir en toute exactitude la pensée du Madhyamika. Donc avant Tsongkhapa, de grands maîtres qui étaient venus au Tibet ou de grands maîtres tibétains tels que donc Atisha ou Sakyapandita ou Kandé Sumbate, Malvarotsawa, Milarepa et d'autres très grands maîtres tibétains. Là, Goro Rinpoche, etc., donc Padmasambhava, qui étaient de grands maîtres qui étaient venus au Tibet ou également donc des maîtres tibétains, avaient eux-mêmes réalisé de manière tout à fait juste et parfaite la vacuité. Néanmoins, à partir de leur réalisation, des commentaires parfaitement clairs n'avaient pas été établis de manière que cette vue puisse répandre sans aucune erreur au Tibet. Là. Donc, ainsi, Tsongkhapa au Tibet a eu comme en quelque sorte un rôle de ce qu'on appelle littéralement on dit comme le grand chariot qui ouvre le chemin, c'est-à-dire comme un rôle on se poserait comme un rôle de pionnier en ce sens de établir vraiment la pensée du Bouddha et donc la pensée telle qu'elle a été commentée donc de manière tout à fait correcte par Nagarjuna et d'autres grands maîtres. Donc il a eu vraiment pour rôle de totalement clarifier la pensée du Bouddha en donnant de très nombreux commentaires totalement dénués d'erreurs. Et donc, ainsi, Tsongkhapa déploya des activités tout à fait en accord avec les prophéties qui avaient été énoncées auparavant, en particulier donc par le Bouddha Shakyamuni lui-même, en développant toutes les activités d'un Bouddha au Tibet.
제자 주다가 뭐좀 먹듯이 가시고 가버려. 캬도 제자 저거 저기 뭐다. 캬라 여러 지가 가봤어지. 그러니 캬고 좀 쉬우지 여러. 그래서 캬도 제자 저거 저가 돼. 아사 되는 거. 근데 사전 많이 아사요. 이런 무슨 소주만 쉬어요. T'es-tu, quand tu es dans les sabji, une sakya, là, allez, ça. 캬라게 다 그런다. 저거 저거요. allez, 그럼 좀 캬라 좀 먹게 하고. ça. 제대로 이제 알아서 사전 캬라 좀. 그래 저거 저요. 아니 다 그네 샤고가. 제일 소주 나서 내 그래서 근데 그거 제 의미스. 나는 저거 저요. 제 의미스. 저거 저요. 난 마음으로. 그래서 제일 소주 나셔서 그래 저거 내. 아사라. Donc pour faire bref dans l'histoire, donc, donc à ce moment-là, bien sûr, il n'y avait pas encore de tradition appelée Gelugpa, puisque cette tradition a été ensuite donc fondée par Je Tsongkhapa. Et donc Je Tsongkhapa avait ainsi acquis une renommée extraordinaire de par le Tibet. Dans le Tibet tout entier. Et donc à ce moment-là, deux grands maîtres Sakya, Gyetsabje et Kejubje, vinrent donc rencontrer Je Tsongkhapa dans l'intention de débattre fermement avec lui. Débat. Et donc l'un était assis, donc l'un était assis à la droite de Je Tsongkhapa et l'autre à la gauche de Je Tsongkhapa. Et Je Tsongkhapa, t'es-tu content? Ce va chez Guillaume là? Donc, alors qu'au départ, donc, ils étaient venus auprès de Je Tsongkhapa avec l'intention de se confronter en quelque sorte, d'une confrontation dans les débats. Et ils se trouvaient à un moment où Je Tsongkhapa donnait un enseignement, donc ils s'assirent chacun donc d'un côté de Je Tsongkhapa. Et en fait, ils furent tellement subjugués par l'enseignement de Je Tsongkhapa et tellement admiratifs que aussitôt ils devinrent les disciples de Je Tsongkhapa. Donc, ainsi, progressivement, Je Tsongkhapa eut de très nombreux disciples et donc il fonda le monastère de Ganden. Un étampo, Jebon, Suganda. Donc, et finalement, donc, les disciples de Je Tsongkhapa fondèrent de nombreux monastères, des très grands monastères, donc de grande réputation, notamment donc Jamyang Chögye. Son disciple Jamyang Chögye fonda le monastère de Jepong. Son dernier sera Shamchen Chögye fonda le monastère de Sera. Et son disciple Gewa Gyaluntum fonda le monastère de Tashilumpo, etc. Et également son disciple Jetsu Chaba Gyetsen fonda à proximité du monastère de Ganden un grand monastère de Tantra.
바다 때 자나다 어디서 그때 여자가마다 이거 보고 막아 자라고 뭐 통장 먹어요. 근데 참 고마세디 근데 샤저 대도에 맞춰 뭐 샤더라 샤도 고마. 그래서 참도고 봐. 그래서 참고요. 나 저거 통장 먹어요. 그래서 Et donc ainsi, la tradition Gelugpa se répandit et donc les disciples de Dzongkhapa fondèrent ainsi de très nombreux monastères et cette tradition donc se répandit dans toutes les parties du Tibet, également donc en Chine. Et et donc également à ce moment-là fut fondé donc le monastère de Chamdo, dont Geshe-la a parlé précédemment, qui est aujourd'hui donc un très grand monastère où se trouvent donc plusieurs milliers de moines. Et donc, ainsi les disciples de Tsongkhapa fondèrent de nombreux monastères et développèrent donc cette tradition donc dans tout le Tibet, dans les diverses provinces du Tibet, donc en Amdo, dans le Kham, donc dans le centre du Tibet bien sûr, mais en Amdo, dans le Kham, également en Mongolie et en Chine. Et donc dans tous ces monastères, de nombreux moines bien sûr séjournaient et nombreux parmi tous ces moines furent ceux qui atteinrent de très hautes réalisations, qui atteignirent par de hautes réalisations. Et donc aujourd'hui, donc il y a aussi en Europe et aux États-Unis aussi encore un certain nombre de centres de tradition Gelugpa.